Bonsoir, merci à tous de nous rejoindre sur RTI 1 pour l'information. À la une ce 6 mars, la directrice générale des fonds d'investissement climatique, Mafalda Duarte, a rencontré le Premier ministre Patrick Achi cet après-midi. Au menu, des questions liées à la politique environnementale et à la foresterie. Avant cette rencontre à la primature, Mafalda Duarte a pris part à l'ouverture du sommet des mécanismes de financement accompagnant la lutte contre les changements climatiques. Au menu, partage d'expériences et de connaissances des pays bénéficiaires de ces fonds. Le Salon international de l'agriculture, lui, a pris fin à Paris. Cette 59e édition a été jugée très enrichissante par les participants ivoiriens. Un moment de promotion de la politique de lutte contre la déforestation et de la stratégie de régénération de la forêt ivoirienne. Crise des migrants en Tunisie, les autorités tunisiennes ont annoncé des mesures pour faciliter les procédures de séjour pour les étudiants subsahariens et assouplir celles pour les départs volontaires de migrants irréguliers vers leur pays d'origine. Bienvenue, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Depuis ce matin, les questions liées à la politique environnementale et à la foresterie sont débattues à Abidjan. Les fonds d'investissement climatique pour la lutte contre les changements climatiques et les parties prenantes sont en conclave. Après l'ouverture des travaux, la directrice générale de ces fonds a rencontré le Premier ministre Patrick Achi. Le compte-rendu est signé Franck Wadio. Rencontre stratégique cet après-midi à la primature au plateau. La directrice générale des fonds d'investissement climatique à Abidjan pour un sommet de 4 jours relatif à l'impact de ce mécanisme sur les politiques de résilience de plusieurs États face aux affres du changement climatique, a rencontré cet après-midi le Premier ministre Patrick Achi, accompagné du ministre de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire, Jean-Luc Assi. Une rencontre jugée enrichissante. Il est vraiment bien informé, il est au courant, il y a une vision très claire de ce qu'il est nécessaire à faire globalement et ici au Côte d'Ivoire aussi. J'étais très impressionnée. On organise ici un grand événement de partage de connaissances, des expériences et connaissances dans le cadre des investissements qu'on a appuyés dans le continent africain, dans le secteur des forêts, mais aussi de résilience au changement climatique. Il y a vers 20 pays d'Afrique qui sont là et qui viennent partager ces expériences. Les fonds d'investissement climatique sont un accompagnement financier de plusieurs programmes, dont celui de la conservation forestière et du mécanisme RED+. La BAD, Banque africaine de développement, est l'une des agences d'exécution de ces fonds, en abrégé FIC. Revenons en images sur l'ouverture officielle de ce sommet sur les fonds d'investissement climatique. Il a principalement été question du bilan sur les actions menées par la Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Le Fonds d'investissement climatique a soutenu 17 pays en développement pour le financement de leurs projets d'adaptation et d'atténuation en matière de lutte contre les changements climatiques. Il a été créé en 2008. 15 ans après, les bénéficiaires se retrouvent à Abidjan au cours d'un sommet pour partager les connaissances acquises. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons apporté un fonds de près de 28,5 milliards de francs CFA. Les projets portent sur les projets d'agroforesterie, les projets de soutien aussi aux peuples autochtones qui permettent de protéger les zones forestières ou bien les parcs nationaux par exemple, des projets qui soutiennent les femmes, les populations rurales à protéger les forêts. Cette rencontre révèle un intérêt pour le ministère du Plan. Beaucoup de secteurs sont impactés par les phénomènes climatiques et au niveau du Plan national de développement, on considère que le climat est une préoccupation transversale pour beaucoup de départements. C'est une rencontre importante qui va nous permettre de voir comment aller plus loin et capter les ressources nécessaires pour que la Côte d'Ivoire puisse également financer donc
ces préoccupations climatiques. La rencontre qui dure 4 jours permet au ministre de l'Environnement et du Développement durable de faire le point de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Fonds d'investissement climatique. La mise en œuvre de ces projets ont permis à la Côte d'Ivoire d'élaborer sa stratégie nationale de REDD+, de réaliser plus de 20 000 hectares d'agroforesterie cacaoyère et de reboisement avec une forte implication des femmes, de renforcer la protection du parc national de Taï, le plus grand bloc de forêt primaire de l'Afrique de l'Ouest, et enfin d'initier des conventions avec les associations de femmes et des partenaires pour la gestion publique, privée des forêts classées. Le ministre Jean-Luc Assy annonce ce mardi une visite de terrain afin de présenter aux participants quelques échantillons des réalisations du projet d'investissement forestier en Côte d'Ivoire. À Paris, la capitale française, le ministère ivoirien des eaux et forêts a marqué son passage au 59e Salon international de l'agriculture. La journée des eaux et forêts du SIA a permis de faire la promotion de la politique de lutte contre la déforestation et aussi la stratégie de régénération de la forêt ivoirienne. Mamadou Kwasi. Pour sa première participation officielle avec un stand, le ministère des Eaux et Forêts s'est dédié une journée, un moment consacré à la promotion de la politique de l'agroforesterie et des actions de lutte contre la déforestation. L'un des actes forts de cette journée de la forêt ivoirienne a été la signature d'un mémorandum portant sur la régénération de la forêt ivoirienne, surtout les forêts classées. Le travail qui va se faire en Côte d'Ivoire concerne une étude de faisabilité pour identifier les potentialités de la forêt et pour développer des projets de crédit carbone. L'étude va se faire sur 3 forêts. C'est une étude de faisabilité sur la forêt classée de D et la forêt classée de Nourou 1 et Nourou 2. Ces forêts sont parties des forêts de catégorie 3, dont les forêts dégradées à hauteur de 115%. Donc ces forêts sont éligibles dans ces catégories de convention. Le ministre Laurent Tchagba soutient que cet acte vient concrétiser la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons démontré que le travail qui est fait pour démontrer que les produits que la Côte d'Ivoire va envoyer dorénavant dans les pays européens seront des produits légaux, parce qu'ils auront respecté le principe de la non-déforestation. Aujourd'hui, nous sommes encore sur la plateforme de ce salon pour informer, pour sensibiliser et mobiliser les partenaires à venir en Côte d'Ivoire pour qu'ensemble on puisse lutter pour la mise en place des moyens pour lutter contre la déforestation. Cette journée dédiée à la forêt ivoirienne a été meublée de panels et de visites des stands. Dans le département d'Anibilé-Cro, zone est de la Côte d'Ivoire, les plantations de cacao sont menacées par la maladie du Swollen Shoot. À Akoboissoué, une sous-préfecture du département, les exploitants agricoles sont durement impactés. Ils sont contraints à la diversification des cultures afin de pouvoir faire face à cette crise. Victorine Niaoyoboué. De 5 412 tonnes pour la campagne 2019-2020, la production de fèves de cacao de la sous-préfecture d'Akoboissoué est passée à 3 661 tonnes pour la campagne 2021-2022, soit une baisse de plus de 32%. La cause de cette baisse de production, la maladie du Swollen Shoot. Elle ravage le verger depuis plusieurs années. Un manque à gagner pour les producteurs qui subissent de plein fouet cette crise dans l'indénié Djoabla. Moi, j'avais 3 hectares de cacao. Aujourd'hui, je me retrouve avec 1 hectare et demi. Tout l'argent que j'ai gagné là, maintenant, je ne gagne plus. On dit sur l'insulte là, c'est sida de cacao. Ça dépasse sida. Vraiment, on est allé très reculant. Avant, je pouvais faire plus de 10 tonnes. Donc aujourd'hui que je vous parle, présentement, si j'ai tout fait, peut-être 2 à 3 tonnes de cacao. Aujourd'hui, avec la maladie Swollen Shoot, toutes les coopératives sont tombées ici. Même en face de moi, c'était une coopérative. Bon, aujourd'hui, ils ont fermé les portes. La coopérative mise sur pied par les femmes ne se porte pas mieux. Seul moyen de lutter contre ce fléau, abattre les pieds de cacaoyers. En retour, l'État verse des émoluments aux producteurs sinistrés. Une fois on coupe le cacao,
Ils nous donnent que 50 000 francs à l'hectare. Et c'est pour toute l'année. On ne donne plus, il n'y a plus de quelque chose encore et tout. Vraiment, on a du mal à vivre. Je récoltais plus de 10 tonnes de cacao. Aujourd'hui que je ne le connais plus, même ma coopérative même ne peut plus me reconnaître. Parce que tout de suite, si j'ai un problème, la coopérative ne peut pas me donner un crédit. Avec quoi je vais payer? Grâce au cacao, les exploitants agricoles de l'Indénié Djoablin ont considérablement contribué au développement de leur village. Aujourd'hui, cet élan est mis à mal par la maladie du Schulen-Schütte. La seule issue, la diversification des cultures et des activités pour redonner le sourire aux producteurs. Dans l'enseignement technique, on part à la découverte de la benne à ordures améliorée. C'est un projet lancé depuis près d'1 an par les formateurs et les apprenants du lycée professionnel de Koumassi. Cette benne fabriquée avec du matériel local est un produit 100% made in Côte d'Ivoire. Sa particularité, ne pas laisser entrevoir les ordures et ne pas laisser échapper les eaux usées sur la chaussée. Davis Oyo et Sephora Zegui nous font découvrir. Les ministres Nguessan Kofi et Bouaké Fofana, respectivement en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'assainissement et de la salubrité, sont au lycée professionnel des métiers de la mécanique et de l'électricité de Koumassi. Une visite conjointe pour découvrir le fruit du travail des formateurs et apprenants de ce lycée. Il s'agit du prototype de la benne améliorée à collecte d'ordures. La benne améliorée a été conçue en tôle noire d'épaisseur 4 mm. Il a une longueur de 5,8 mètres, une largeur de 2,4 mètres, une profondeur de 1 mètre. Une des particularités, lorsque la benne est chargée qu'on ferme, il y a 0 déperdition, 0 déchet sur la route. En plus de cela, nous avons dans le fond un réservoir de rétention d'eau usée de 1,5 m3. C'est valoriser d'abord les compétences de nos populations, de nos chercheurs, de nos apprenants, nos étudiants. C'est les mettre en valeur, faire en sorte qu'on les mette en confiance. Vous voyez, dans le prototype qu'on a proposé, il y a des ordures, mais il y a de l'eau. Mais l'eau, la partie est liquide et sera recueillie à partir de cette benne et sera vendue probablement ou proposée à d'autres structures, d'autres institutions qui vont valoriser ces liquides en engrais, en éléments nutritifs peut-être pour les plantes. Cette première version manuelle de la benne améliorée ravit déjà le premier bénéficiaire qui n'est autre que le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. On a des coffres. Quelquefois, on paye de l'eau, au lieu de payer des ordures. Et quand ils transportent, ils en laissent une partie sur la route. Et c'est de fil en aiguille, on en est arrivé à cette solution, qui est une solution qui est moins coûteuse pour nous et qui répond vraiment à nos besoins, qui est adaptée à nos habitudes. On ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire, il y a un premier prototype. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, ils vont le rendre encore plus performant. Il pourra s'ouvrir tout seul et se refermer tout seul. Et il pourra même envoyer un signal pour dire qu'il est plein. Outre les bennes modernes, les bacs à ordures classiques y sont également produits. Des poubelles intelligentes et la fabrication de pompes villageoises sont aussi en cours de mise en œuvre dans ce lycée professionnel pour le bien-être des Ivoiriens. Éducation nationale, les examens et concours pédagogiques ouvrent la session 2023 des candidats professionnels du secteur éducation-formation qui se présentent au concours d'accès à la fonction d'adjoint au chef d'établissement, adjoint de CAFOP et également aux examens de certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Serge Pacom Didi et Franck Wadio. Démarrage de la session 2023 des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette session démarre avec les concours d'accès à la fonction d'adjoint au chef d'établissement, au concours d'accès à la fonction d'adjoint de CAFOP, les examens du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique et du certificat d'aptitude pédagogique CAP. Ils sont au total 806 candidats autorisés à prendre part à ces évaluations pédagogiques. Pour s'assurer du bon déroulement des compositions, la tutelle visite les centres. Le lycée classique d'Abidjan accueille les candidats au concours ADC et ACE, communément appelés censeurs, et le lycée moderne de Cocody est dédié aux examens du CEAP et du CAP. Avec la politique menée,
Nous avons de nouveaux collèges qui sont ouverts chaque année pour pouvoir permettre de gérer ces différents établissements. Il y a nécessité qu'on ait un personnel à disposition et c'est dans cette ligne que ces examens et ce concours sont organisés. Madame la ministre est très ravie de la tenue de ce genre d'exercice afin que les meilleurs puissent être retenus. 176 candidats composent pour la fonction d'instructeur ordinaire, 308 sont en liste pour le poste d'instituteur adjoint, 257 pour la fonction d'adjoint au chef d'établissement et 5 en course pour la fonction d'adjoint au directeur de CAFOP. La dissertation, le français, les mathématiques, la psychopédagogie et l'administration ainsi que l'organisation scolaire sont les matières concernées par cette évaluation. On s'intéresse à l'état civil et une question se pose. Pourquoi les décès ne sont-ils pas toujours déclarés? Pour répondre à la question et surtout sensibiliser sur la nécessité de ces déclarations, l'Office national de l'état civil et de l'identification a rencontré les acteurs du secteur funéraire. Ils ont été informés de l'importance de ces déclarations en vue surtout d'avoir un état civil fiable et sécurisé. Sidonie Davila. 20% des décès sont déclarés à l'état civil. Un chiffre qui interpelle les premiers responsables de l'ONESI. L'institution, dans une dynamique d'asseoir un système d'état civil fiable et sécurisé, partage sa vision avec un maillon essentiel dans la sensibilisation, les acteurs des structures du funéraire. Ce n'est pas normal, autant les naissances doivent être déclarées, les décès aussi doivent être déclarés parce que ce sont des éléments importants de la planification du développement. Parce que lorsque une identité est créée, cette identité, il faut qu'elle cesse d'exister au moment du décès et aussi que les différents parents, ceux qui vont utiliser cette identité pour accomplir des démarches administratives, soient aussi sécurisés dans l'utilisation de cette identité pour qu'elle ne se retrouve pas dans les mains de n'importe qui. Alors aujourd'hui, nous rencontrons les acteurs du secteur funéraire pour qu'eux aussi puissent comprendre la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification. Selon l'ONESI, les causes de la non-déclaration des faits d'état civil dont les décès sont connus. L'éloignement des centres d'état civil, le personnel en manque de formation, la mauvaise conservation des registres, la digitalisation aidant, l'institution entend apporter des solutions pour améliorer le système. La modernisation introduit de nouveaux instruments qui sont des instruments digitaux qui font en sorte qu'on peut aujourd'hui déclarer un acte, un fait d'état civil à l'endroit où il survient. Pour faciliter la tâche aux usagers, l'ONESI prévoit des bureaux d'état civil dans les centres de services publics. Le CHU de Trècheville est un cas d'école avec l'installation d'une mairie annexe. L'objectif, c'est de faire en sorte que très bientôt, on ne puisse pas aller loin pour obtenir son acte d'état civil, comme déjà cela se passe à la mairie de Trècheville, et que dans les grands hôpitaux, dans les grands centres où on enregistre beaucoup d'actes, beaucoup de faits d'état civil, que le document soit disponible in situ, c'est-à-dire dans le centre même avant de sortir. Donc très bientôt, vous allez voir que dans les grands hôpitaux, dans les grandes maternités, dans les gros villages, on va avoir des bureaux d'état civil qui ont été pris en compte par la loi et encore avec les points de collecte communautaires, on va faire en sorte que la digitalisation permettra d'avoir le document d'état civil, l'acte d'état civil très vite dans peut-être bientôt son smartphone bien délivré rapidement dans tous les services. Un aspect aussi important dans cette étape de sensibilisation, le registre national des personnes physiques, RNPP. Plus de 6 millions de personnes inscrites pour le moment. Il englobe tous les actes de la vie conformes à l'identité d'une personne. Naissance, mariage, décès, y compris sa biométrie. Autre sensibilisation nationale, cette fois on parle de sécurité routière. Un nouveau drame vient endeuiller des familles. Au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans la nuit du samedi dernier dans un accident sur l'axe Katiola-Boaké. Le lendemain, dimanche 5 mars, un autre accident au même endroit avec encore plusieurs blessés. Boubacar Silla et Charles Tatou. Cette épave est bel et bien celle d'un minicar appelé Massa qui est entré en collision avec un camion de transport de marchandises stationné en pleine chaussée sur l'axe Boaké-Katiola ce week-end aux environs de 19h. Un violent choc qui a fait une dizaine de blessés et 15 morts. Les éléments de l'Office national de protection civile ont transféré les blessés au centre hospitalier régional et les corps sans vie à la morgue de Katiola. Le lendemain, à 10h, au même endroit,
Un car de transport en commun est entré également en collision avec un camion citerne. Cette scène de désolation à 14 km de la commune de Katiula interpelle plus d'un usager. Le conteneur a fait 2 jours garé la gâté, personne pour enlever pendant 2 jours. Alors le massacre qui venait hier de Boaké, voilà, qui est venu rentrer dedans, puisque bon, vous voyez, c'est une descente de la fermée. Voilà, les voitures qui venaient de l'autre côté là-bas la mettaient phare si la descente. Donc le chauffeur ne voyait pas bien. Et la voiture n'est pas, le remorque là. Le remorque n'a pas mis de signal pour dire non, je suis garé au milieu de la route. Le massacre est venu rentrer dedans, 13 morts sur le champ. Les riverains, sous le choc, dénoncent la récurrence des accidents sur l'axe Boaké-Katiula. Chaque fois qu'il y a un accident, on vient sur le lieu pour venir sauver les gens. Ça nous fait mal. Parce que quand chaque fois on voit que c'est les victimes, les parents, nous-mêmes, nos parents sont dedans, chaque fois c'est de morts, vraiment ça nous décourage de faire le transport. La voie Boaké-Katiula, réhabilitée, paraît une voie accidentogène, vu le nombre d'accrochages qui y sont constatés. C'est le lieu donc d'interpeller les transporteurs et autres usagers au respect du code de la route, au civisme, à la responsabilité et à l'engagement dans la lutte contre l'insécurité sur la route. Voilà des valeurs qui pourraient sauver bien des vies. Direction le quartier d'Aouniansou à Boaké dans le Gbeke. Il a désormais un marché moderne. L'ouvrage a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Djeneba Ouattara et Soro Corona pour l'inauguration officielle. Coupure du ruban symbolique pour marquer l'ouverture officielle du nouveau marché du quartier Aouniansou de Boaké. Promesse du maire devenue réalité à la joie des commerçants. Aujourd'hui, je suis contente, je suis en joie. On a eu un marché digne d'Aouniansou. Je suis trop contente. Bâti sur une superficie d'environ 5500 m², le marché d'Aouniansou est composé de 4 parties, à savoir un bâtiment principal, un bâtiment annexe, une esplanade et une zone de volaille. Ce joyau architectural, dont les travaux de construction ont débuté en 2016 avec beaucoup de difficultés, ont coûté la somme d'1,5 milliard de francs CFA. Une réalisation rendue possible grâce à un partenariat entre la mairie de Boaké et une agence immobilière conceptrice de cette infrastructure économique. C'est le plus beau marché de Côte d'Ivoire. Du point de vue de la conception, du point de vue des équipements de sécurité, vous avez tout dans ce bâtiment. Je voudrais lancer un vibrant appel à tous les usagers à prendre soin de ce petit marché pour lui permettre d'être pour des siècles et des siècles encore, comme aujourd'hui, une bâtisse reluisante et attirante pour sa beauté et pour sa pauvreté. La cérémonie d'inauguration a vu la présence des autorités administratives, politiques, traditionnelles, religieuses de la région du Gbeke, ainsi que des élus d'autres communes sœurs. L'occasion pour le ministre des Transports, Amadou Kone, cadre de Boaké, d'inviter les commerçants à être des modèles. Il faut que nous accompagnions les populations. Il faut que nous donnions la main pour faciliter l'accès aux opportunités qui s'offrent à nos populations. Et je sais que tous les plus de l'accès qui est un modèle. Avec cela, je restaure mon propos, réaliser ce genre de structure au profit de vos autres sœurs. C'est extrêmement important. Le bâtiment principal du marché compte 104 magasins, 133 box, 229 étals, 3 blocs sanitaires. Quant au bâtiment annexe, il comporte 4 boucheries, 4 poissonneries, 2 locaux frigorifiques destinés à la conservation des produits alimentaires et 2 blocs sanitaires. Dans le département de Sikensi, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale a pris part aux obsèques de Afi Ebi Fulgence, jeune ressortissant de Kosrou, décédé des suites d'un affrontement lié à un conflit foncier. Un litige qui oppose son village à celui de Bessedi. Frédéric Gorebi et Aboussanogo reviennent sur les circonstances du drame. L'heure de la vérité qui doit nous réconcilier a sonné. C'est le message du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale aux populations de Kosrou. Kwadjo Kona Bertin y était pour prendre sa partie deuil qui frappe ce village suite à un conflit foncier avec celui de Bessedi dans le département de Sikensi. La solution de tout ça, ce n'est pas deux choses. Ce n'est même pas au niveau de la justice et la vérité. De quel côté se trouve la vérité? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, il faut la dire. Quand on l'a dit, on l'admet une bonne fois pour toutes. Afi Ebi Fulgence,
fils de Kosrou, a perdu la vie au cours d'un affrontement entre villageois. Une mort que déplorent les patriarches de son village qui réclament justice. Kosrou est respectueux des lois universelles. Kosrou fait confiance à l'administration. Kosrou fait confiance à notre justice pour que ça ne se répète plus. Pour le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Konan-Bertin, la justice devrait être arrimée avec les réalités des faits. Le patriarche a dit qu'il fait confiance à la justice. Et oui, faisons confiance à la justice. Donc en plus de la justice, je vous promets que je vais m'investir personnellement pour qu'on n'enterre pas un troisième mort ici à Kosrou pour des affaires comme ça. Pour rappel, le mardi 24 janvier dernier, des jeunes des villages de Kosrou et de Bessedi se sont violemment affrontés, occasionnant un décès, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. L'espace qui fait l'objet de litige fait partie d'une forêt déclassée et redistribuée par l'État aux villages de Kosrou, Tiagba et Bessedi. En politique, une délégation du département international du comité central du Parti communiste chinois a été reçue par le président du directoire du RHDP, Gilbert Koné-Kafana. Il s'agit d'une rencontre qui a pour but de renforcer les relations entre ces deux partis politiques. Éric Goré. Cette rencontre va contribuer à renforcer les relations entre ces deux partis politiques au pouvoir, le RHDP en Côte d'Ivoire et le Parti communiste en Chine. Mettre en relief leur vision commune pour une excellente gouvernance est le point culminant de cette audience que Gilbert Koné-Kafana a accordée à cette délégation chinoise. L'objectif de notre visite consiste à bien mettre en œuvre les consensus parvenus par les deux chefs d'État, son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara et le Président Xi Jinping. C'est à travers notre voie des partis politiques pour bien promouvoir les relations entre nos deux pays. Composé de hautes personnalités de cette formation politique. Le président du directoire du RHDP, Gilbert Koné-Kafana, avait à ses côtés le vice-président du parti, Robert Burgré-Mambé, le trésorier Téné Birahima Ouattara, le secrétaire exécutif Cissé Bakongo, le porte-parole Kobenan Kwasi Adjoumani et le porte-parole adjoint Touré Mamadou. Ces relations sont très bonnes, elles gagnent en puissance. Vous savez que la Côte d'Ivoire est en train d'atteindre un niveau de progrès de plus en plus élevé. Et donc cela demande beaucoup d'exigences, tant au niveau de la gouvernance que de ce qu'il faut apporter aux populations. Plusieurs projets communs sont prévus entre ces deux partis politiques et au-delà, le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Et en restant politique, le candidat du RHDP pour la municipale à Yopougon a rencontré la communauté Oué de la commune. Adama Bictogo a confié sa candidature au chef traditionnel de cette communauté. Il les a invités à être des vecteurs de cohésion sociale. Michel Digré. Une effervescence qui traduit les liens solides de fraternité entre Adama Bictogo et le peuple oué. Les ressortissants de cette communauté souscrivent au choix du président Alassane Ouattara pour les municipales à Yopougon. De 2013 à ce jour, la grande commune de Yopougon est dirigée par un grand homme, le ministre d'État Gilbert Kafana Koné. Quand un homme d'une pareille grandeur doit aller ailleurs pour accomplir d'autres missions, celui qui le succède doit être également un grand homme. Cet homme, c'est Adama Bictogo qui peut compter sur le soutien des cadres Oué. Qui va venir montrer la route du bonheur à Oué si ce n'est pas Oué lui-même? Mon cher frère Bictogo, tu es candidat à Yopougon, tu n'es pas seul. Seredo à côté de toi. Tous les élus et cadres seront à côté de toi. Moi-même, je vais charger ta campagne avant d'aller faire pour moi dans le cavalier. Confiant sa candidature au chef de la communauté Oué de Yopougon, Adama Bictogo a lancé un appel à la cohésion sociale. Je suis aujourd'hui très heureux de rencontrer
mes parents. Ouais. Sans en donner les raisons de qui a fait quoi, de qui n'a pas fait quoi, de qui a tort, de qui a raison. Regardons l'avenir. Et les chefs, vous avez un rôle important à jouer. Pensons à nos enfants. Pensons à nos mamans. Et au nom de ces femmes, dans quelques jours, nous allons magnifier la femme. Adama Bictogo a donné rendez-vous à toutes les femmes de Yopougon ce 8 mars à la place Figayo pour un grand rassemblement au cours duquel il déclinera ses initiatives pour le financement des projets en faveur des associations de femmes de cette commune. En sport, le taekwondoïste ivoirien Cissé Cheikh Salah remporte sa 3e médaille d'or. C'était hier dimanche à l'Open international de Bulgarie. Il entame ainsi 2023 en force avec 3 trophées en 3 compétitions. Une note triste dans ce journal, le patriarche Aboulaye Diallo est décédé dans la nuit du dimanche 5 mars au lundi 6 mars dernier à l'âge de 92 ans. Aboulaye Diallo, ancien compagnon fidèle de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, aura été maire de Djekanou pendant 33 années. Et puis, dans l'actualité internationale, crise des migrants en Tunisie, les autorités tunisiennes ont annoncé ce 5 mars des mesures afin de faciliter les procédures de séjour des étudiants subsahariens et aussi assouplir celles pour les départs volontaires de migrants irréguliers vers leur pays d'origine. Des décisions qui font suite aux propos polémiques du président Kaïs Saïed et à une vague d'agressions dans le pays. Dans un communiqué, la présidence rejette les accusations de racisme et lance également d'autres mesures comme la carte de séjour de 1 an, le récépissé de la demande de la carte résidence prolongée de 3 à 6 mois et la mise en place d'un numéro vert afin de signaler toute violation des droits humains. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur RTI 1 et à demain.